Bonjour, bonjour collègues et vraiment très contente de voir autant de collègues en ligne. Donc comme il est 14 heures pour l'heure de Johannesburg, donc où je suis basée, on va commencer. Mon nom est Julie Diallo et je travaille pour le bureau de l'UNFPA, le bureau régional. Et en fait là aujourd'hui, je suis la facilitatrice de ce webinaire en tant que membre du groupe régional sur les VBG. Et donc voilà, bienvenue pour notre présentation sur les cartographies des financements des activités de réponse aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Et alors juste une toute petite introduction avant de commencer, simplement juste pour vous dire que ce webinaire, il fait vraiment partie d'une série de webinaires sur les pratiques émergentes en ce qui concerne la manière dont on innove pour répondre aux violences basées sur le genre. Et en fait, cette série est organisée par le groupe régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Julie, you are on mute. Sorry. Okay. Thank Est-ce que vous m'avez entendu? J'ai coupé à quel moment? Est-ce que vous avez entendu la présentation? Est-ce que vous avez entendu ce que je disais? Jusqu'à quel moment pourriez-vous me dire? Donc simplement, je vais continuer. Juste avant d'introduire notre présentatrice Anita Akumia, je voudrais juste simplement d'avoir des toutes petites règles pour que le webinaire se passe bien. Donc, est-ce que vous pourriez simplement vous assurer que vous êtes tous en mode silencieux? Ce serait vraiment bien. Les personnes qui ne parlent pas, si vous pourriez éteindre votre caméra parce qu'on n'est pas tous au même niveau en termes de connectivité Internet. Donc ça, ce serait important. Il y a une boîte de commentaires. Donc, s'il vous plaît, utilisez la boîte de commentaires pour poser vos questions, mais aussi pour partager votre expérience. Je prendrai note de toutes les questions posées et aussi des échanges d'expériences. Et donc, la manière dont cela se déroulera, nous aurons notre collègue Anita Akumia qui va faire une présentation de plus ou moins 20-25 minutes. Et puis, après, nous entrerons dans la partie des questions-réponses où nous répondrons aux questions que vous aurez partagées dans la boîte de commentaires. Et si le temps nous le permet, aussi, nous créerons un espace pour vous pour partager votre expérience et pour parler directement de votre expérience quant au sujet du webinaire. Alors, juste avant que je termine, je vais juste présenter ma collègue Anita Akumia. Donc, Anita, en fait, elle est ghanéenne et elle a passé presque 8 ans à travailler dans le domaine des urgences humanitaires. Et elle est actuellement la leader pour le sous-cluster de coordination sur le VBG en République démocratique du Congo. Et avant cela, elle travaillait dans le domaine de la protection des enfants avec UNICEF. Et elle a aussi travaillé au Sud-Soudan, au Mali, au Burkina Faso. Donc voilà, Anita va partager son expérience en tant que coordinatrice du sous-cluster VBG au Congo. Anita, tu peux commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Bon après-midi. Je voudrais d'abord remercier Jessica et toute l'équipe régionale d'avoir invité la RDC à partager notre expérience dans cet exercice de cartographie des donateurs avec la communauté VBG. Donc, nous espérons que notre expérience servira de point de départ pour d'autres sous-clusters dans nos efforts de plaidoyer pour améliorer des services pour les femmes et les jeunes filles. Alors, pour le plan de la présentation, on va voir l'ampleur de VBG et aussi faire le point sur la sévérité des VBG. Et on va aussi voir la méthodologie
utilisés pour la collecte des données et les principaux résultats, et on termine avec quelques points de plaidoyer. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Donc, par rapport aux ampleurs de VBG en 2020, on a constaté que, Diapo, oui, merci. On a constaté qu'il y avait quelques augmentations dans les cas de VBG et c'était lié au conflit armé en Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, mais aussi les conflits intercommunautaires au niveau des Tanganyika, le Sud Kivu, Maniema et Ituri. Il y avait aussi beaucoup de mouvements des populations, surtout au Kasaï avec les retournés, mais aussi quelques déplacements en Ituri. Il y avait aussi les conflits fonciers des pouvoirs coutumiers, surtout dans la région du Kasaï, et avec la situation du COVID-19, mais aussi la situation de Ebola. Diapo. Non, pas ça, avant le 4e. Diapo 3, s'il vous plaît. Donc, par rapport à ça, juste pour ajouter un peu. Donc, non, avant, s'il vous plaît. OK, merci. Non, merci. Donc, pour montrer un peu par la sévérité des VBG en RDC, oui, on a 7 provinces qui sont au niveau des sévérités catastrophiques et c'est clair, ça montre pour, ouais. Et pour cette province-là, on a aussi 13 provinces sur 26 ont un score de sévérité critique. Je suis sûre que nous tous sommes à l'aise avec le processus des HRP, HNO et les scoring. Donc, pour ça, on a aussi 6 provinces qui ont le niveau sévère et les scoring, juste pour faire un peu de points ou bien ajouter les informations supplémentaires, les scoring étaient liés au mouvement de population, mais aussi à l'insécurité alimentaire. Diapo. Donc, l'objectif pour la cartographie, c'était pour identifier les hubs humanitaires où les projets de prévention et réponse au VBG sont financés. Ça veut dire que là où il y a le financement ou pas. Autre aspect, c'est pour identifier les bailleurs de fonds qui financent les activités de prévention et réponse au VBG. L'autre aspect aussi, c'est pour identifier les gaps de financement suite à la durée de financement en cours. Est-ce que c'est un financement à court terme ou bien à long terme? Et aussi pour connaître la nature des bailleurs et les réponses financées. Ça veut dire que est-ce que c'est les bailleurs humanitaires ou bien c'est le financement en développement? Et aussi pour voir est-ce que le financement est dédié à la réponse VBG ou bien à la prévention? Et finalement, avoir la mesure de faire les plaidoyers auprès de la communauté des bailleurs en RDC sur les gaps de financement et l'intervention. Diapo. Donc, par rapport à la méthodologie,
On a fait un peu de desk review, ça veut dire qu'on a fait un peu de recherche à notre niveau en tant que sous-cluster, au niveau régional, mais aussi au niveau national. Et on a identifié quelques besoins majeurs. Et avec ça, on a développé on a développé quelques indicateurs et validé les indicateurs au niveau régional, mais aussi au niveau national. Et après le niveau de validation des indicateurs, on a élaboré une matrice d'Excel pour la collecte des données. Et ça, c'était fait par l'équipe des IM sous la coordination des sous-clusters. Donc, après l'élaboration de cette matrice, on a fait la collecte des données pour 10 jours et la matrice ou bien le document était partagé avec les membres du sous-cluster VBG pour remplir. Diapo. Donc, juste pour partager les listes des indicateurs. Donc, on a regardé la couverture géographique et par rapport à ça, c'était pour indiquer là où il y a le service ou pas. Donc, le focus vraiment, c'était les 4 hubs humanitaires. Ça, c'était les focus, mais là où il y a aussi quelques financements, même si ce n'est pas les 4 hubs humanitaires, on a essayé de prendre ça en compte, mais notre focus, c'était d'abord les 4 hubs humanitaires. Donc, le deuxième indicateur, c'était sur le type de financement. Ça veut dire qu'on a essayé de voir le nombre de projets désagrégés par nature. Ça veut dire que est-ce que c'était un projet humanitaire ou bien c'est un projet de développement? Diapo. Donc, le troisième indicateur, c'était le type d'organisation. C'était le type d'organisation récipiendaire des fonds. Ça veut dire que est-ce que c'est une organisation ONG internationale ou bien c'est une organisation locale ou bien c'est les Nations Unies. On a mis un accent sur les organisations féminines parce qu'on a trouvé que les organisations féminines font beaucoup des activités sur les plaidoyers, mais aussi sur la sensibilisation. Et on a trouvé que c'est très important de montrer si les organisations féminines reçoivent les financements ou pas et comment on peut améliorer si ce n'est pas le cas. Le quatrième indicateur, c'était sur la durée des projets. Ça veut dire que nous voulons savoir le nombre de projets désagrégés selon la durée. Est-ce qu'il y a les projets qui est moins de 6 mois ou bien 12 mois ou bien entre 3 à 5 ans? Diapo. Donc, pour partager, voilà la cartographie des financements et quelques résultats clés à partager. On a constaté que il y a 60 de financements sont concentrés dans les provinces de l'Est où il y a une forte sévérité des VBG. On a aussi constaté qu'il y a 61,8% de projets qui sont consacrés à la réponse des crises humanitaires. Il y avait aussi 80% de projets ont une durée de 12 mois contre 20% qui varient entre les 3 à 5 ans. Diapo. Alors,
Donc, quand vous regardez la cartographie, on a essayé de vous montrer un peu la cartographie des financements, mais aussi la cartographie de la sévérité des VBG. Donc, elle présente une analyse comparée entre les deux cartographies. Donc, c'est pour vous montrer que, si vous constatez bien, il se dégage que dans la partie est du pays, ça veut dire que le nord Kivu, Ituri et sud Kivu, les financements sont alignés sur la sévérité, alors que dans le sud-est, là où il y a Tanganyika et Haut-Katanga et la région du Kasaï, il y a très peu de financement, malgré la sévérité similaire à celle des provinces de l'Est. Donc, cette situation pourrait s'expliquer par l'intérêt quand un grand nombre de bailleurs portent aux provinces de l'Est suite à une bonne visibilité de la crise humanitaire que la communauté humanitaire assure, contrairement aux crises des autres apps humanitaires qui ne sont pas suffisamment portées à l'attention de bailleurs. L'autre aspect aussi, on peut dire, c'est par rapport au Nexus, parce que le Kasaï et le Tanganyika aussi sont dans l'approche du Nexus et ils sont dans le domaine, ils sont, comme on peut dire, sur le chemin de recevoir quelques financements liés au développement. Diapo. Donc, les résultats principaux par rapport aux couvertures géographiques, nous sommes à 53% des financements qui sont concentrés dans les hubs humanitaires du Nord-Est. Ça veut dire que les provinces du Nord Kivu et Ituri. Et les hubs Centre-Est, Sud Kivu et Maniema, et le Sud-Est, Tanganyika et Haut-Katanga, et les Kasaï bénéficient de peu de financement malgré la sévérité des VBG. Diapo. Par rapport au financement par bailleur, les principaux bailleurs des fonds de la lutte contre les violences basées sur le genre à RDC sont les fonds humanitaires. Et deuxième, si vous voyez les infographes qui est là, vous constatez que les fonds sociaux de la République sont le deuxième bailleur. Mais si on prend en compte que c'est le financement de la Banque mondiale, et même si c'est soit c'est direct ou bien c'est par le fonds social, la Banque mondiale serait le deuxième. Donc, le financement de la Banque mondiale direct, soit par le fonds social ou bien le démocrate, par en direct ou bien par le fonds social, nous sommes à 21,8% de financement. Et on a aussi le Canada qui est à 15,6%. L'aspect qui est très intéressant du Canada, c'est aussi le Canada finance la réponse humanitaire, mais aussi le développement. Il y a aussi la Banque mondiale. Quand vous regardez les autres financements, il y a le Japon, les Suède, etc., etc. Diapo. Par rapport aux récipiendaires des fonds, il y a 46% de financements qui étaient accordés aux ONG ou bien aux organisations internationales. 20% des financements ont été octroyés aux ONG nationales. Et il y a
les financements octroyés aux organisations dirigées par les femmes ou bien les associations féminines, nous sommes à 1%. Et pour les agences des Nations Unies, nous sommes à 33% de financement. Mais c'est important de noter aussi que les Nations Unies financent les ONG aussi, y compris les organisations locales. Diapo. Par rapport aux durées des projets, on a 60% de financement qui couvrent une période de 6 à 18 mois. Il s'agit principalement de fonds alloués aux partenaires par les fonds humanitaires à travers l'allocation de type standard, dont la durée la plus longue est de 18 mois. On a aussi 30% qui sont au-delà des 18 mois. Il s'agit des financements de la Banque mondiale, les fonds sociaux de la République et aussi le Canada. Et parfois, la durée varie entre 1 an et 3 ans. Et les 10% qui restent, c'est les financements qui couvrent une période de 1 mois à 6 mois. Il s'agit des financements à travers le CERF et la réponse urgence au VBG en situation de COVID-19. Diapo. Diapo. Donc, par rapport aux activités qui étaient financées, on a constaté que 80% c'était dans la réponse et 10% c'était dans la prévention. C'est important de noter aussi que par rapport à la prévention, notre prévention ou bien beaucoup des activités de prévention, c'était sur la sensibilisation. Et ce n'était pas vraiment la sensibilisation pour le changement de comportement, mais c'est la sensibilisation qui était liée à la réponse. Donc, par rapport à la réponse spécifiquement, on est pour la prise en charge médicale, nous sommes à 43%. Pour la prise en charge psychosociale, on est à 47%. La réinsertion pour la prise en charge juridique et judiciaire, on est à 3%. Pour la réinsertion socio-économique, nous sommes à 7%. Donc, c'est très clair que les bailleurs financent la prise en charge médicale et psychosociale. Donc, c'est très intéressant de noter aussi que les bailleurs tout à fait priorisent les activités life-saving. Ça veut dire que la prise en charge médicale et psychosociale. Et les financements pour les autres aspects ou bien pour les autres réponses sont très peu. Diapo. Donc, par rapport aux utilisations de résultats, notre plan, c'est pour faire les plaidoyers auprès de la communauté des bailleurs de fonds à RDC pour le financement des crises sous-financées. Ça veut dire que le Tanganyika, Maniema, le Kasaï central et le Kasaï. Mais aussi faire les plaidoyers auprès de l'intercluster au niveau national en RDC pour le renforcement des capacités des ONG et en particulier les associations féminines pour leur permettre d'accéder au financement. On a constaté que même pour les fonds humanitaires, ce n'est pas tous les partenaires et parfois les partenaires qui sont éligibles pour accéder au financement des fonds humanitaires sont peu. Et parfois, c'est lié à la capacité.
de ce partenaire. Donc, les plaidoyers, ça sera au niveau d'intercluster national, mais aussi intercluster régional et local pour renforcer les capacités des associations féminines pour leur permettre d'accéder à ce financement. Diapo. Aussi, nous allons faire les plaidoyers auprès de la communauté des bailleurs de fonds à RDC pour l'octroi de plus de fonds aux ONG. Donc ça, j'ai noté ça par rapport aux associations féminines, mais aussi au-delà des associations féminines, les ONG locales. Ils ont aussi besoin des accompagnements, mais aussi des renforcements des capacités et aussi pour faire les plaidoyers pour que les bailleurs puissent considérer les ONG locales, même s'ils n'ont pas le niveau des ONG internationales. On peut encourager les consortiums. Ça veut dire qu'on peut avoir même 2 ou 3 ou 4 organisations dans un consortium pour accéder le financement. L'autre aspect aussi pour faire les roundtables avec le bailleur de fonds de la RDC pour plaider pour des financements de projets de résilience et aussi l'autonomisation des femmes, le renforcement de la coordination, etc. On a constaté, comme j'avais mentionné tout à l'heure, le financement pour la prévention, c'est peu et il y a le travail à faire parce que parfois, il y a, comme on dit, dona fatigue parce que si les cas de VBG augmentent, ça veut dire que nous faisons, ça semble que nous faisons rien, mais ça, c'est pas la vérité. Donc, ça veut dire qu'il y a le travail à faire par rapport à la prévention parce qu'en ce moment-là, notre activité qui est liée à la prévention, c'est pas vraiment à la prévention, mais vraiment, c'est par à la réponse. Ça veut dire qu'on dit aux bénéficiaires ou bien on dit à la population s'il y a les cas de viol, voilà les prestataires ou bien les points de service. Donc ça, c'est pas vraiment lié à la prévention. Il y a le travail à faire à la prévention et on a besoin de financement pour faire ce travail. Et on a aussi besoin de financement à long terme pour faire les activités qui sont liées à la prévention. Diapo. Donc, quelques leçons apprises, la nécessité d'engager directement avec les bailleurs pour obtenir des informations sur les fonds donnés aux partenaires en raison de la sensibilité de la divulgation des questions financières. Si vous avez bien constaté, on n'a pas indiqué les montants ou bien l'enveloppe des VBG en RDC parce que au début de cet exercice, ce n'était pas notre objectif parce qu'on a trouvé que si on commence à demander aux partenaires, vous recevez combien d'argent auprès des bailleurs, c'est comme c'est un audit financier. Donc, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était pour échanger avec le partenaire pour avoir les éléments pour faire notre plaidoyer d'améliorer le panier ou bien l'enveloppe de financement pour notre activité en VBG. Donc, c'était vraiment, au début, c'était l'objectif. Mais ça sera très intéressant aussi d'avoir, comment je peux dire, l'idée ou bien les inputs de bailleurs et aussi pour partager les montants spécifiques avec nous parce que ça aussi, ça aide de contextualiser un peu tous les pourcentages, mais aussi ça aide de contextualiser la vraie situation de financement en RDC. L'autre aspect aussi, c'est la relation entre
la communauté des bailleurs, les sous-clusters VBG et les acteurs VBG. On a vraiment besoin de quelques redevabilités parce que si les bailleurs ont besoin de quelques informations, ils demandent ces informations au sous-cluster VBG, mais c'est pas toujours évident que les bailleurs aussi partagent des informations avec les sous-clusters VBG. Au contraire aussi, il y a le membre de sous-cluster VBG, c'est sûr. Ce n'est pas tous les membres de sous-cluster VBG qui partagent les informations avec la coordination. Et c'est même près dans cette cartographie. C'est sûr que ce n'était pas tous les membres des sous-clusters qui ont partagé les informations. Donc, c'est très important que nous tous, en tant qu'acteurs en VBG, on a quelques redevabilités de partager les informations pour améliorer notre travail, mais aussi pour appuyer les bénéficiaires de notre appui. Donc, merci beaucoup. Et voilà, je passe la parole à Julie. Merci beaucoup, Anita. Vraiment un tout grand merci pour cette présentation qui est vraiment extrêmement riche en informations avec énormément de données extrêmement précises qui, je pense, collègues, peut vraiment nous aider à pousser le plaidoyer sur les VBG, mais aussi vraiment à nous assurer aussi qu'on peut utiliser cette information pour informer notre engagement avec les donneurs. Donc, en fait, il y a quelques questions dans la boîte de commentaires. Mes collègues, vraiment, j'aimerais vraiment bien, prenez cette opportunité pour partager votre expérience et aussi pour poser vos questions à Anita. Alors, Anita, en fait, il y a quelques questions et j'aimerais bien les partager avec toi. Comme ça, tu peux avoir une réflexion par rapport à ça. Mais d'abord, une des choses que je voulais partager, que je trouvais assez intéressante, c'est notre collègue Noémie Dalman qui est en ligne et qui travaillait aussi au Congo, qui me disait vraiment l'importance de ces cartographies de financement. Et donc, c'est vraiment aussi, Anita, pour dire à quel point cette présentation et la cartographie des financements est vraiment un outil très important pour notre travail, pour répondre et prévenir les violences basées sur le genre. Et en fait, Noémie disait que dans les précédents exercices de cartographie des financements en RDC, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet exercice a en fait contribué à avoir un plaidoyer vis-à-vis des donneurs pour avoir des financements plus élevés sur la question de l'autonomisation des femmes. Donc, ça a vraiment apparemment permis d'augmenter les financements sur ce volet de plus qui a doublé en pourcentage en 2 ans. Donc, ça vraiment montre le pouvoir de ce type d'outils tels que les cartographies. Et aussi, un autre élément, et là, ça va être lié à une des questions qui a été faite dans la boîte de commentaires, que les précédents exercices de cartographie ont aussi contribué à faire que les organisations de femmes ont reçu beaucoup plus de financement direct. Et donc ça, on sait que c'est vraiment une stratégie fondamentale de financer les organisations de femmes et de leur donner des fonds pour leur organisation. Ça, c'est vraiment une stratégie fondamentale pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et donc, Anita, une des questions qui est dans la boîte de commentaires, c'est un collègue qui dit « Merci de penser aux appuis. Merci aussi de penser à appuyer la localisation de l'aide humanitaire et le leadership local. » Et Anita, quand on voit ta présentation, on voit que seulement 1% des financements vont aux associations locales. Donc, ce serait vraiment intéressant si tu pourrais un petit peu expliquer et un peu réfléchir et partager ta perspective sur cette question-là. Une autre question, et après je pose, c'est une question de Élie Kazamboua, et c'est plus une réflexion de dire les projets de 3 à 6 mois ne permettent pas souvent de bien décharger les survivantes de VBG qui présentent des problèmes de santé mentale sévères. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important aussi d'avoir cette réflexion de un peu ce nexus entre
humanitaire et développement. Et comment on passe vraiment de ce life-saving activity, de ces life-saving interventions dans un contexte vraiment humanitaire vers beaucoup plus des interventions au niveau du développement. Donc, si tu peux, Anita, un peu partager ta perspective par rapport à ça. Et collègues, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la boîte de commentaires. Merci. Anita, à toi. Merci beaucoup, Julie, et merci les collègues pour les commentaires. Donc, pour faire le point sur les associations féminines qui reçoivent que 1% des financements, c'est important d'ajouter qu'il y a quand même quelques améliorations quand même, parce qu'avant, c'était même vraiment 0-0, mais il y avait beaucoup de plaidoyers et je suis tout à fait d'accord avec Noémie, il y a beaucoup de travail qui était fait pour améliorer la situation par rapport aux associations féminines. Il y a toujours encore, il y a toujours le travail à faire par rapport à ça, parce que parfois, là, beaucoup des associations féminines ne reçoivent pas les financements directs. Parfois, c'est peut-être, ils ont peut-être les IP ou bien les sous-IP de quelques organisations internationales. Donc, peut-être aussi, l'autre aspect des plaidoyers, c'est pouvoir et travailler avec les associations féminines pour qu'elles puissent aussi recevoir les financements directs. Donc, ça, c'est peut-être quelques réflexions à partager. Mais c'est important de noter aussi qu'il y a, laisse-moi regarder, il y a même, si je ne me trompe pas, autour de 30% des ONG locales qui reçoivent le financement. Ça aussi, c'est très intéressant de noter ça, qu'il y a les ONG locales qui reçoivent quelques financements. Et c'est intéressant et on doit continuer avec les plaidoyers, mais aussi les renforcements des capacités. Alors, par rapport au financement de 3 à 6 mois, je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas suffisant pour répondre ou bien pour faire la prise en charge holistique. Même si on peut faire la prise en charge médicale pendant les 3 ou 6 mois, par rapport à la prise en charge psychosociale, si c'est un cas un peu plus complexe, on a besoin de plus de 6 mois. Et pour la réinsertion socio-économique, donc on a besoin de plus de 6 mois pour bien réinsérer une femme survivante. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y a le travail à faire pour améliorer la situation. Donc, l'autre aspect aussi, c'est l'aspect juridique et judiciaire. Parce que parfois, dans le système juridique et judiciaire, les processus, ça traîne beaucoup. Donc, si on dit que c'est le financement qui est autour des 3 ou 6 mois, c'est trop peu et on ne peut rien faire dans les 3 ou 6 mois. Peut-être même on dépose le dossier au niveau de la justice, mais il n'y a pas, et pour tous les aspects de suivi, donc on a besoin de temps pour faire le travail. Donc, il y a le travail à faire quand même. Par rapport aux aspects humanitaires et développement et toujours liés au Nexus, je pense qu'il y a aussi quelques malcompréhensions parmi les acteurs VBG par rapport au Nexus. Il y a quelques acteurs qui pensent que Nexus, ça veut dire que développement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de financement à côté du humanitaire, mais comme nous tous, on sache, c'est un continuum. Ça veut dire qu'il y a l'aspect humanitaire, mais il y a aussi l'aspect développement, l'aspect qui est lié à la paix.
Donc, il y a le travail à faire pour que tout le monde, tous les acteurs peuvent comprendre les nexus et comment on peut profiter de la situation du nexus pour faire le plaidoyer auprès de bailleurs pour augmenter l'enveloppe pour VBG alors. Donc ça, c'est quelques réflexions que je peux partager. À vous, Julie. Non, mais merci beaucoup, Anita, vraiment pour ces réflexions. Et je pense que vraiment, vous avez répondu aux questions, aux réflexions que les collègues avaient. Alors, il y a quelque chose qui vient je vois les collègues qui vraiment commentent beaucoup, et je pense que c'est par rapport à ces données que vous avez mis. Vous montrez qu'il y a 80% des financements qui vont pour la réponse, donc pour les life saving, sauver les vies, et qu'il n'y a que 10% qui vont pour les préventions. Et donc là, je vois énormément de commentaires des collègues qui disent, mais c'est vrai, pourquoi si peu de financement pour la prévention? C'est vraiment fondamental d'avoir cet aspect prévention. Donc, ce serait vraiment intéressant d'entendre ta perspective, Anita, par rapport à ça, mais aussi d'avoir aussi cette perspective en tant que sous-cluster VBG. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire collectivement pour avoir aussi un focus sur la prévention? Donc ça, ce serait vraiment intéressant de savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire comme membre du sous-cluster VBG. Autre chose que j'aurais voulu aussi te demander, Anita, par rapport au financement et par rapport au point que tu as mis sur les projets court terme, donc ta réflexion par rapport aux projets court terme, c'est que le Congo est un des rares pays à avoir des financements assez importants de la Banque mondiale par rapport à la question des VBG. Et donc, je vois qu'on a des collègues de l'Afrique de l'Ouest, on a aussi des collègues du Burundi, je pense qu'ils sont en ligne. Donc, ce serait aussi intéressant d'avoir cette réflexion de ta part en fonction du sous-cluster, de cette relation avec la Banque mondiale, comment ça fonctionne. Ce serait aussi vraiment intéressant d'avoir ta perspective sur cette question-là. Et peut-être le dernier élément, ça c'est un commentaire d'un collègue qui dit c'est très très bien cette cartographie, c'est vraiment un outil qui va être très intéressant, mais dans quelle mesure la prochaine fois, dans le prochain exercice, on peut inclure l'impact des projets qui ont été analysés sous cette cartographie. Donc voilà, Anita, si tu peux répondre à ces questions, un tout grand merci. Et puis après, ce que je vais faire, parce qu'il nous reste, pardon Anita, avant de te donner la parole, il nous reste à peu près 15 minutes. Donc, je vais donner la parole à Anita et puis après, je vois que j'ai deux collègues qui ont levé leur main. Donc, je leur donnerai la parole. Voilà, merci Anita. Merci beaucoup, Julie, pour peut-être partager quelques réflexions sur la prévention et pourquoi c'est sous-financé. Je suis à montrer notre travail en prévention. Par rapport à la réponse, c'est un peu facile à montrer aux bailleurs que nous faisons ceci et cela parce que c'est toujours lié au nombre de personnes qui ayant bénéficié des prises en charge ou bien nombre de personnes ayant bénéficié de la prise en charge psychosociale ou bien pourcentage. Donc, si c'est comme ça, c'est un peu plus intéressant aussi au niveau des bailleurs et pour nous en tant qu'acteurs. Parce que c'est parfois aussi, c'est nous qui développons les projets, même s'il y a la stratégie qui est partagée par le bailleur. Au finish, c'est nous aussi qui développons le projet quand même. Et parfois, nous aussi, on met l'accent sur l'aspect de la réponse parce que c'est là où on peut vraiment montrer les résultats. C'est un peu difficile pour nous à montrer quelques résultats dans la prévention. Donc, c'est ça où nous, en tant que sous-cluster, nous devons vraiment réfléchir sur quelques activités, mais quelques approches dans la prévention qui peut montrer quelques changements de comportement. Et donc, c'est une réflexion au niveau des sous-clusters. C'est pourquoi, pour le sous-cluster VBG, pour la RDC, nous sommes en train de développer une stratégie sur la prévention.
parce que c'est très important d'avoir quelques feuilles de route quand même pour orienter les partenaires, parce que c'est comme, bon, pour avancer dans cette question, on a besoin de quelques feuilles de route et aussi d'avoir quelques leçons apprises auprès des autres clusters. Ça veut dire que je suis sûre qu'il y a quelques acteurs ou bien quelques clusters qui ont fait quelques travail sur la prévention avec quelques résultats clés à partager. Et nous tous, on peut apprendre, faire le exchange des knowledge quand même. Donc, c'est les choses que nous pouvons faire. Il y avait le point qui était fait sur le projet court terme et il y avait le point qui était fait par rapport au financement de la Banque mondiale. Et pour la RDC, on a beaucoup bénéficié du financement de la Banque mondiale. Peut-être l'expérience que je peux partager en tant que RDC, c'est nous faisons au niveau des sous-clusters VBG, mais aussi en tant que lead des sous-clusters VBG, en tant que UNFPA qui est le lead des sous-clusters VBG, nous faisons beaucoup de scanning et Noémie qui est en ligne peut me compléter, mais on fait beaucoup de scanning d'environnement, on fait beaucoup de scanning. Ça veut dire qu'on n'attend pas pour dire qu'on n'attend pas la stratégie du bailleur, mais c'est nous qui faisons les scanning pour voir. Et si je peux donner, par exemple, on avait un projet de ProRoutes, vous avez dit, et juste pour ajouter que c'était un projet pour un projet infrastructure, mais on a constaté que s'il y a des projets comme ça, les projets qui est grand comme ça avec beaucoup des acteurs, mais aussi beaucoup de travailleurs, c'est sûr qu'on aura quelques cas de SIA et BBG. Donc, avec ce scanning-là, on a travaillé avec la Banque mondiale pour avoir quelques financements sur cette question. C'était la même chose dans l'éducation. Donc, peut-être c'est les leçons apprises pour les autres classes. Il faut faire le scanning pour voir là où il y a la possibilité d'avoir le partenariat avec quelques bailleurs. Et il faut aussi penser d'intérêt de quelques bailleurs parce qu'il y a les bailleurs qui financent en long terme, il y a les bailleurs qui aiment l'aspect d'autonomisation des femmes. Donc, on peut toujours faire le scanning et avoir le partenariat avec quelques bailleurs. Par rapport aux prochaines étapes et l'impact, on peut toujours prendre ça en compte. Ça, c'est vraiment la première fois que nous avons fait cet exercice et il y a sûrement quelques leçons apprises et on va prendre tout ça en compte, y compris quelques inputs auprès des bailleurs. Donc, voilà. À vous, Julie. Vraiment un tout grand merci, hein, Anita, pour cette réponse par rapport à la Banque mondiale. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour des collègues qui sont aussi dans d'autres contextes que la République démocratique du Congo. Et alors aussi, mais merci aussi d'être très pratique en proposant par rapport à la réponse, par rapport à la prévention, en proposant vraiment cette opportunité de travailler ensemble comme sous l'égide du sous-cluster VBG à une stratégie ou une ligne de route sur la prévention. Donc, je pense que c'est vraiment un élément très important aussi que tu viens de mentionner. Alors, je vois 3 personnes qui ont levé leur main. Collègues, je vais vraiment être très stricte sur le temps parce qu'il nous reste vraiment 10 minutes. Donc, vous avez vraiment 1 minute pour faire votre intervention. Comme ça, on peut laisser le temps à Anita pour répondre. Donc, Fabiola, tu as vraiment 1 minute pour ton intervention. Tu peux parler. Merci. Merci beaucoup, Julie. Je remercie Anita et puis pour sa brillante présentation. Je voudrais juste insister sur, j'ai été aussi en RDC avant Noémie,
Je voudrais expliquer qu'en ce moment ici, au niveau de la RDC, en principe, on devait vraiment se focaliser sur les aspects de prévention en termes de réformes structurelles, c'est-à-dire l'élaboration des politiques vraiment protégeant les femmes et les filles en termes de santé, genre, affaires sociales, accès à la justice, sécurité. Je sais qu'il y a des politiques genre, mais si on rentre dans la réforme structurelle, on serait dans une prévention primaire, n'est-ce pas? Et on passerait à un second niveau de prévention qui est secondaire avec des réformes des systèmes, des suivis, des interventions de cas de violation de droits des femmes, etc. Mais actuellement, on est toujours dans la prévention tertielle avec une réponse opérationnelle. Je pense que Julie, comment elle s'appelle, Anita l'a dit, ça sera une bonne chose vraiment de travailler sur la prévention, sur un document de prévention nationale, une politique de prévention qui pourrait, ou une stratégie qui pourrait vraiment aider les acteurs. Je voulais aussi dire un petit mot sur le financement des ONG. Fabiola, je suis désolée, on a beaucoup de gens qui voudraient parler, donc c'est vraiment Ok, merci, je m'arrête par là. Merci beaucoup, Fabiola. Donc, je pense que c'est vraiment important que Fabiola insiste sur la question donc, de la nécessité d'avoir une stratégie de prévention au niveau national et aussi pour comment est-ce qu'on opère un changement structurel. Merci beaucoup, Fabiola. Fabiola, tu peux poser ta question dans la boîte de commentaires si tu veux, comme ça on prendra note des questions et on peut voir comment on peut répondre aux questions aussi via email. Ndoumé Elia, vous pouvez poser votre question et vraiment 2 minutes. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas, vous m'entendez? Allez-y. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je suis à Kalemi, au Tanganyika. Je voulais d'abord proposer que prochainement, lors d'une telle cartographie, qu'il soit inséré un autre indicateur en rapport avec la zone d'exécution des projets, parce que par expérience, beaucoup de projets sont exécutés en milieu urbain, alors que dans les milieux ruraux, là où il y a d'ailleurs beaucoup de cas et où beaucoup de cas ne sont pas connus, et la situation, la zone urbaine est oubliée. Et il serait important de voir où est-ce que ces projets s'exécutent réellement. Et enfin, il s'agit des capacités des ONG locales. Par mon expérience, je suis passé par là et ça fait 20 ans. Et je sais que lorsque nous sommes en train de fâcher les principes des parties survivantes, mais lorsque nous excluons ces ONG parce qu'on dit entre guillemets elles sont incompétentes, ce qui n'est pas vrai, je crois que c'est important vraiment que les pourcentages de 1% ne reviennent plus prochainement, que les clusters fassent vraiment le mieux pour plaider afin que le financement aille directement aux organisations féminines qui sont à la fois survivantes et actrices. Merci beaucoup. Un tout grand merci Ndoumé pour ces 2 points très importants. Donc, un premier point, de s'assurer que dans le prochain exercice de cartographie, on identifie si c'est un secteur rural ou urbain et aussi de vérifier vraiment où est-ce que réellement ces projets sont mis en œuvre. Et le deuxième point, c'est vraiment une demande pour Anita et pour le sous-cluster de voir comment est-ce qu'on peut renforcer la capacité des organisations locales pour s'assurer qu'en fait, ce numéro de 1% vraiment augmente au fil des années et qu'elles reçoivent des financements pour leurs projets, mais autant des financements pour leur fonctionnement. Alors, il nous reste 7 minutes, donc je vais donner la parole encore à Ashumusho Nignun. Je suis désolée pour ma prononciation. Donc, Ashumusho, vous pouvez y aller, 2 petites minutes. Ah oui, merci. Je suis Ashumusho du ACR Kalemi. Merci pour la brillante présentation qui était très importante, qui nous donne un tableau assez clair de la situation de financement. Je voudrais vous remercier pour toutes les propositions faites et intervenir sur 3 points. La question insistait pour que tout ce qui est de l'ordre que la prise en charge puisse être plus équilibrée dans les demandes de plaidoyer que nous ferons.
notamment en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, le renforcement de l'accès à la justice, et demander à ce que, c'est tout un travail au niveau du sommet de l'État, que le renforcement de toute la chaîne de valeur en matière de lutte du système judiciaire puisse être fait. Parce que dans le Tanganyika, il y a beaucoup de survivants qui sont dans des zones éloignées, qui n'ont pas accès ni aux services de police, ni aux services de santé, ni aux services de justice. Et nous savons tous qu'en RDC, que la plupart des tribunaux de grande instance ne sont que dans les chefs-lieux de province. Donc, il y a tout un travail à faire avec les acteurs de développement, les bailleurs qui investissent dans le développement pour que ces choses-là structurelles puissent être prises en compte. L'autre domaine, nous avons des gros gaps dans la prise en charge psychosociale et psychologique. On n'a pas encore vraiment, à mon avis, fait toute une analyse de la pyramide des soins en matière de santé mentale et de prise en charge psychosociale. Nous savons qu'il manque des travailleurs sociaux de qualité pour faire la prise en charge professionnelle et puis également la question des psychologues. Oui. Oui. Donc, on a compris les 2 points. On va s'arrêter ici, comme ça, on peut laisser le dernier mot à Anita. Le 3e point, c'est juste sur la transformation des normes, les réflexions, les initiatives en matière de transformation des normes à prendre en compte dans la prévention. Ce serait d'initier des petits projets à ce niveau, au niveau communautaire, et engager les leaders communautaires. Et que notre prévention a le sens des recommandations. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Donc, je pense que Anita, ça c'est aussi 3 points vraiment importants partagés par notre collègue. Donc, le premier point, c'est vraiment sur la question, et je pense que ça fait lien au pourcentage que tu nous as montré, qu'il y a seulement 3% des financements qui vont pour la réponse légale et de justice. Donc, vraiment s'assurer qu'il y a une augmentation de services par rapport à ça et qu'on finance aussi les organisations qui travaillent là-dessus et qui font un changement au niveau structurel. Point très important aussi fait sur vraiment avoir une clarté sur tous les soins qui sont donnés dans le domaine psychosocial. Et puis le dernier point vraiment fondamental, c'est sur la question du changement des normes sociales comme un composant fondamental des stratégies de prévention. Donc Laurent KTT et Isidore Kalimira, je suis désolée parce qu'il nous reste 3 minutes. Donc je vous demanderai vraiment de poser votre question dans la boîte de commentaires. Et on prendra ces commentaires et on y répondra. Et là, je vais vraiment laisser les 3 dernières minutes à Anita pour qu'elle partage sa réflexion par rapport aux points et aux commentaires faits par nos collègues. Merci beaucoup. Merci Julie, merci aux collègues pour les commentaires qui étaient faits. Donc, par rapport aux indicateurs pour la zone, comment on peut montrer là où il y a le financement ou bien le projet, ça veut dire que urbain vis-à-vis rural. Donc, ça, c'est clair, on peut intégrer, il y a quelques années. Pour la prise en charge juridique, judiciaire, l'aspect légal, c'est très clair que c'est peu. L'autre aspect qui est important de soulever aussi, c'est qu'on a peu d'acteurs dans la prise en charge juridique et judiciaire. Donc, c'est important aussi à noter ça, mais il y a les plaidoyers à faire quand même pour augmenter ou bien pour améliorer la situation. Par rapport à la prise en charge psychosociale, je suis tout à fait d'accord. On a le problème avec la qualité des services. On a le problème avec les services, mais on a le problème aussi, on a constaté même l'année passée, pendant le rapport final, le développement du rapport final, on a constaté qu'il y a quelques même malcompréhensions sur les paquets de la prise en charge psychosociale. Parce que pendant la COVID-19, il y a la prise en charge psychosociale à distance, mais il y a beaucoup des acteurs qui n'ont pas pris ça en compte. Et ça, le fait que finalement, on avait le donné qui était sorti à la fin de l'année, c'était très peu. Et c'était sûr qu'il y a beaucoup des acteurs qui pensent que la prise en charge psychosociale, c'est vraiment fait présentiel. Ah bon. Donc,
c'est sûr qu'il y a le travail à faire, il y a le travail à faire par rapport aux accès, mais il y a aussi le travail à faire par rapport aux ressources humaines. Donc, c'est très important et on doit vraiment améliorer. C'est pourquoi pour cette année, si vous voyez dans les indicateurs de sous-cluster VBG, dans les HRP, on a pris en compte l'aspect de la qualité des services. On a noté ça dans notre indicateur pour demander aux acteurs, est-ce que les gens qui font la gestion des cas ou bien l'assistant psychosocial qui font la gestion des cas, est-ce qu'ils ont déjà formé et ils ont reçu quelques pourcentages après les post-tests? Parce qu'on a trouvé que c'est très important d'avoir quelques qualités de service dans notre prise en charge. Pour l'aspect de la prévention, ça veut dire que l'aspect de transformation de l'homme, l'engagement de l'homme, surtout lié à la prévention, je suis sûre que, bon, il y a beaucoup de pays qui ont déjà testé ça et on a des résultats positifs quand même. Et on va certainement prendre ça en compte, proposer quelques activités, quelques approches, et on va voir comment on peut avancer sur cette question. À vous, Julie. Ben, Anita, vraiment un tout grand merci. Et donc, je sais, je suis vraiment désolée, collègues, c'est que souvent 1 heure, c'est pas assez. Mais donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Donc, Anita, j'ai mis ton adresse email dans la boîte de commentaires. Donc, pour nos collègues, pour pouvoir te contacter, dans le cas où ils ont des questions, où ils voudraient partager des perspectives avec toi. Donc, voilà, vous pouvez contacter Anita. Alors, on partagera la présentation. Elle sera en ligne sur le site Internet du le domaine de responsabilité VBG. Mon collègue a mis le lien dans la boîte de commentaires. Et le webinaire aussi sera disponible dans quelques heures en ligne. Et mon collègue a aussi mis le lien dans la boîte de commentaires. Donc, on voudrait vraiment vous remercier pour votre participation, pour votre engagement et pour tout le travail que vous faites pour prévenir et répondre aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Et donc, on vous invite à continuer cette discussion avec Anita via email et en la contactant. Un tout grand merci et une très, très bonne journée.